Dans les années 1950, un scientifique du nom de John Calhoun a commencé l'une des expériences les plus controversées et les plus troublantes de l'histoire de la psychologie comportementale. Je le mentionne parce qu'il a réellement essayé de simuler la fin du monde, et ce qu'il a fini par découvrir dans ce processus était une vérité sombre et profondément inconfortable sur la nature des êtres vivants, y compris nous. L'idée semblait au départ simple, presque académique. Calhoun voulait comprendre ce qui arrive au comportement d'une espèce lorsque sa population devient trop importante, lorsque la densité de population atteint des niveaux extrêmes et que l'espace vital diminue considérablement. Pour enquêter sur cela, il a pris de petits groupes de souris de laboratoire, les a enfermés dans des zones contrôlées et les a laissés se reproduire librement dans ces espaces limités. Mais il y avait un problème technique important. Pour atteindre le point d'effondrement social qu'il cherchait à observer, il avait besoin que la colonie de souris dépasse 2000 individus. Ce n'est qu'avec cette masse critique, selon ses calculs, qu'émergerait le chaos qu'il voulait étudier, le point de rupture où la structure sociale se désintégrerait complètement. Cependant, peu importe à quel point j'essayais de créer les conditions pour que les souris se reproduisent rapidement, au début, il arrivait toujours un point frustrant où la population stagnait, arrêtait de croître. Les expériences s'arrêtaient, invariablement entre 150 et 220 individus, jamais au-delà de ce seuil. Et ce que Calhoun a remarqué au fil du temps, grâce à des observations méticuleuses et à l'analyse des données, c'est que l'environnement expérimental n'était pas complètement sous son contrôle comme il l'avait cru au départ. Il y avait encore des variables naturelles, des forces biologiques et environnementales qui régulaient la croissance de la population d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Des températures basses occasionnelles ont tué des animaux plus vulnérables. Il y avait des infections sporadiques, des maladies opportunistes qui profitaient de toute faiblesse du système immunitaire, des épisodes de pénurie lorsque les ressources n'étaient pas distribuées uniformément, et même des prédateurs accidentels qui trouvaient des moyens d'accéder aux expériences. Peu importe à quel point j'essayais de contrôler les variables, un facteur imprévu apparaissait toujours pour empêcher la population d'exploser. C'était simplement la nature qui intervenait, trouvant ses propres mécanismes pour maintenir l'équilibre écologique. Ce n'est qu'après 24 expériences infructueuses, après des années de frustration et de raffinement méthodologique, que Calhoun a finalement trouvé la solution à son problème. Il avait une idée qui, rétrospectivement, semble évidente, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Il a décidé d'éliminer absolument tout cela, d'éliminer tout type de difficultés, de menaces ou de défis auxquels les souris pourraient être confrontées. L'idée était de créer un environnement complètement stable où tous les besoins de base tels que la nourriture, l'eau, le logement, une température optimale et une hygiène irréprochable étaient garantis sans exception. Et mieux encore, où il n'y avait pas de prédateurs naturels, pas de menaces extérieures, pas de pénurie saisonnière, pas de maladies contagieuses, pas de fluctuations climatiques ou quoi que ce soit d'autre qui les empêchait traditionnellement de se reproduire et de prospérer sans limite. Ce serait l'expérience ultime, celle qui lui permettrait d'observer ce qui se passe lorsqu'une espèce a absolument tout ce dont elle a besoin pour survivre. C'est ainsi qu'est né l'Univers 25, un espace méticuleusement conçu et construit comme une véritable utopie pour les souris. Une arène de près de 3 mètres carrés avec 4 niveaux verticaux reliés par des rampes et des escaliers, avec des centaines de petits nids individuels prêts à abriter une grande colonie florissante de souris. La nourriture était automatiquement réapprovisionnée plusieurs fois par jour, ce qui permettait de ne jamais manquer. L'eau était toujours fraîche, dans plusieurs fontaines d'eau potable stratégiquement réparties et constamment propres. L'environnement a été régulièrement assaini pour éviter toute accumulation de déchets et éviter les maladies infectieuses. Le climat a été maintenu artificiellement à une température parfaite de 22 degrés Celsius toute la journée, tous les jours. Rien ne pouvait les menacer dans ce paradis artificiel. Ils n'ont jamais manqué de rien. C'était un monde
où tout était complètement résolu, où il n'était pas nécessaire de conquérir quoi que ce soit, de se battre pour quoi que ce soit, de se soucier de quoi que ce soit. Tout était déjà fait, prêt à être dégusté. Le seul impératif était de vivre confortablement et de se reproduire sans restriction. Problème résolu, pensa Kaloun. Il ne restait plus qu'à voir ce qui allait se passer. C'est ainsi qu'a commencé sa 25e expérience, plaçant soigneusement 8 souris en bonne santé, 4 paires génétiquement diverses, dans ce paradis artificiel parfaitement conçu. Et puis, que pensez-vous qu'il s'est passé? Les réponses n'ont pas apparu d'un seul coup de manière dramatique. Ils ont été révélés peu à peu, dans un processus troublant qui s'est déroulé sur près de 3 ans. Kaloun a décidé de diviser méthodologiquement le processus observable en 4 phases distinctes, chacune avec des caractéristiques comportementales spécifiques. La première était appelée phase de stabilisation ou période d'ajustement. Au cours de cette première étape, les souris ont exploré prudemment le nouvel espace inconnu, reconnaissant méthodiquement le territoire disponible et trouvant leurs emplacements préférés sans dispute importante, ni tensions sociales apparentes. Des petits groupes se sont naturellement organisés autour des ressources les plus accessibles. Au fil du temps, à mesure qu'ils se familiarisaient avec leur environnement, les couples ont commencé à se reproduire selon les modèles normaux de l'espèce. La croissance démographique était stable, prévisible et saine. Tout semblait fonctionner exactement comme prévu. Pendant longtemps, l'expérience a vraiment semblé être un succès retentissant. La population a augmenté de manière ordonnée et l'expérience a suivi le cours prévu sans surprise. Mais cette paix apparente ne durera pas longtemps. Puis vint la deuxième phase, que Kaloun a appelée à juste titre la phase d'explosion démographique. Avec des conditions idéales garanties et sans aucun obstacle naturel pour réguler la reproduction, le taux de natalité a augmenté de façon exponentielle. La population doublait tous les 55 jours avec une régularité mathématique étonnante. Les souris ne se souciaient pas d'obtenir de la nourriture, de trouver de l'eau potable, de construire des abris sûrs ou de repousser les prédateurs. Ils se consacraient simplement à manger, se reposer et se reproduire encore et encore. Et puis, inévitablement, l'espace physique a commencé à devenir insuffisant malgré sa conception généreuse. Les couloirs qui étaient toujours vides et silencieux auparavant, commençaient à se remplir constamment de corps en mouvement. Les nids individuels, qui étaient abondants au début, ont été agressivement disputés. Les contacts physiques excessifs et inévitables entre les animaux, qui, dans des conditions naturelles, seraient évités par la dispersion territoriale, ont provoqué des niveaux croissants de stress chronique. Et ainsi, inexorablement, l'utopie conçue est entrée dans sa troisième phase, la phase de stagnation comportementale. Et pour être tout à fait simple, c'est là qu'il commence vraiment à se défaire de manière profondément troublante. La population a atteint un niveau record d'environ 2200 souris. Mission accomplie du point de vue numérique du scientifique. Mais à leur inquiétude croissante, les premiers signes indubitables d'un effondrement comportemental massif sont apparus. Les comportements naturels et instinctifs de l'espèce ont commencé à s'effriter d'une manière jamais observée auparavant dans les études de laboratoire. Les mâles dominants, qui dans des conditions normales maintiennent des territoires stables et des hiérarchies prévisibles, sont devenus de plus en plus agressifs, imprévisibles et violents, sans provocation apparente. Les mâles faibles ou subordonnés, incapables de rivaliser ou d'établir leur propre territoire, se sont progressivement isolés. Ils évitaient activement les contacts sociaux, les conflits territoriaux, les interactions d'accouplement, absolument tout. Ils se sont retirés dans des coins sombres où ils ont passé des journées entières sans bouger. Les femelles, qui, dans des circonstances normales, sont méticuleusement prudentes et protectrices de leurs nouveau-nés, ont commencé à les rejeter systématiquement. Certains les ont simplement abandonnés dans le nid sans les nourrir, les condamnant à la famine. D'autres,
dans un comportement vraiment choquant, les ont attaqués et tués directement peu de temps après leur naissance. L'instinct maternel, qui constitue la base fondamentale du comportement reproducteur de pratiquement tous les mammifères, a commencé à disparaître complètement de la colonie. Et des comportements vraiment bizarres ont émergé qui n'avaient jamais été documentés dans des populations de souris sauvages ou de laboratoire. Certains rats ont commencé à ronger compulsivement leur propre queue jusqu'à ce qu'ils causent de graves blessures saignantes. D'autres ont violemment attaqué leurs compagnons de nid sans motif territorial, sexuel ou nutritionnel apparent, simplement une agression gratuite et destructrice. L'instinct sexuel est devenu complètement incontrôlable, perdant toute sa fonction reproductive normale. Les mâles essayaient de s'accoupler sans distinction avec tout rat qui se trouvait physiquement à proximité, qu'il s'agisse de femelles réceptives, de mâles ou même de progénitures immatures. Il n'y a pas eu de sélection, il n'y a pas eu de parade nuptiale, il n'y a pas eu de motif reconnaissable. Kaloun a observé avec une fascination et une horreur croissante que l'ordre naturel de l'espèce, qui comprend les mâles dominants établissant des territoires, les femelles protégeant activement leurs petits et les jeunes apprenant des comportements sociaux appropriés auprès des adultes, a tout simplement complètement disparu. La structure sociale millénaire s'est évaporée en quelques générations seulement. Et au milieu de tout ce chaos comportemental a émergé le groupe le plus symbolique et le plus effrayant de toute l'expérience. Le sous-groupe que Kaloun a appelé avec une ironie mordante « le beau ». Ces souris particulières avaient complètement abandonné la vie sociale de la colonie. Ils ne se sont pas battus pour un territoire, ils n'ont pas essayé de s'accoupler. Ils ne se sont pas approchés d'autres individus pour une quelconque interaction. Ils vivaient complètement isolés, dans un état de passivité totale et d'immobilité presque catatonique. Ils ne s'adonnaient qu'à 3 activités répétitives: manger quand il y avait de la nourriture, dormir de longues heures et toiletter méticuleusement leur fourrure pendant de longues périodes, de sorte qu'ils maintenaient toujours une apparence physique impeccable et belle. Avec leur fourrure toujours propre, brillante et impeccable, ces souris présentaient une apparence extérieure de santé parfaite. Mais son comportement a révélé une réalité complètement opposée. Ils étaient caractérisés par des répétitions mécaniques et vides de comportements qui n'avaient aucune fonction évolutive, reproductive ou sociale discernable. Ils vivaient une routine complètement mécanique et profondément dénuée de sens. Kaloun a dit tristement qu'ils étaient beaux à l'extérieur, mais complètement vides à l'intérieur. Ils n'ont pas appris de nouveaux comportements. Ils n'ont pas réagi aux stimuli environnementaux. Ils n'ont pas fait preuve de curiosité ou d'initiative. C'était comme s'ils s'étaient totalement déconnectés de tous les instincts naturels que cette espèce avait développés au cours de millions d'années d'évolution. Leurs préoccupations étaient complètement différentes de celles de n'importe quelle souris normale, jamais vues auparavant dans les populations sauvages ou dans des décennies de recherche en laboratoire. Leur simple présence dans l'expérience marquait sans équivoque le début de la fin de la colonie. Ils étaient le symbole vivant de l'effondrement total de la vitalité de l'espèce. Enfin vint la 4e et dernière phase, que Kaloun appela à juste titre la phase de la mort. Le taux de natalité a chuté de façon spectaculaire, à des niveaux presque inexistants. Les quelques petits qui sont nés ont commencé à mourir de plus en plus tôt, beaucoup dans leurs premières heures de vie. Les mères, complètement dépourvues de tout lien maternel instinctif, abandonnaient et ignoraient systématiquement leurs petits nouveau-nés. Et la nouvelle génération, ces souris qui sont nées directement dans cet environnement saturé et chaotique sans aucune structure sociale fonctionnelle, ne savaient tout simplement pas comment vivre. Ils ne savaient pas comment se comporter avec les autres membres de leur espèce. Ils ne savaient pas comment s'accoupler en suivant les rituels naturels de la parade nuptiale. Ils ne savaient pas comment se défendre contre une agression. Ils ne savaient pas comment établir des territoires. Ils étaient nés dans un monde trop parfait, si absolument résolu en termes de besoins fondamentaux qu'ils n'avaient plus aucun rôle fonctionnel à y jouer. Ils sont nés, et quand ils ont regardé autour d'eux, ils n'ont vu que des adultes complètement inutiles pour leur enseigner. Profondément désorientés, émotionnellement froids et mentalement absents, ne sachant pas quoi faire de leur vie.
Bien que le système de Kaloun fonctionnait toujours parfaitement mécaniquement, avec une nourriture abondante se réapprovisionnant automatiquement, de l'eau douce toujours disponible et des abris physiques intacts. La société en tant que telle s'était complètement effondrée. La dernière naissance enregistrée dans toute l'expérience a eu lieu exactement le 600e jour. Après cette date, le cycle de reproduction s'est terminé définitivement. Personne d'autre n'essayait de se rapprocher sexuellement des autres. Personne d'autre ne montrait le moindre intérêt à s'accoupler ou à se reproduire. La colonie diminua inexorablement en nombre à mesure que les individus vieillissaient et mouraient sans être remplacés, jusqu'à disparaître complètement vers le 920e jour, lorsque la dernière souris survivante de l'univers 25 mourut seule. Ainsi se termina l'expérience la plus parfaite de John Kaloun, une société qui n'avait besoin d'aucun facteur extérieur destructeur pour y mettre fin. Il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de prédateurs, il n'y a pas eu de guerre. C'était suffisant pour que tout soit absolument garanti. C'était suffisant pour éliminer tout besoin de se battre, tout besoin de lutter, tout besoin de conquérir quelque chose. Et ils se sont complètement détruits de l'intérieur, comme Kaloun l'a déclaré dans ses conclusions finales avec une profonde mélancolie. La vraie mort est venue bien avant l'extinction physique. La vie en tant que telle a disparu de l'univers 25 bien avant que les corps ne cessent enfin de respirer. Et c'est profondément étrange, troublant et contradictoire. Le paradis, soigneusement conçu, se transforme peu à peu en le pire des enfers. C'est précisément ce qui me frappe le plus dans cette histoire troublante. Sur les 25 expériences que Kaloun a menées au cours des décennies, ce n'est que dans la dernière, la plus parfaite, la plus contrôlée, celle qui a éliminé absolument toutes les menaces et les difficultés, que toutes les souris sont mortes sans exception jusqu'à l'extinction totale. Dans les 24 expériences précédentes, la nature intervenait encore régulièrement avec des maladies opportunistes, des épisodes de pénurie, des fluctuations de température et une instabilité environnementale qui causaient souffrance et mort. Mais paradoxalement, cette souffrance a maintenu l'équilibre démographique. L'espèce a persisté, s'est adaptée, a survécu. La nature a fonctionné comme une force régulatrice, presque comme le dieu des souris dans ses 24 premières expériences, imposant des limites douloureuses mais nécessaires. Mais dans l'expérience 25, Kaloun a finalement réussi à faire taire complètement cette voix de la nature, à l'éliminer complètement du système. Il a même consciemment pris la place de Dieu pour ses souris, devenant le tout-puissant bienveillant qui a généreusement offert le paradis terrestre, qui a fourni abondamment tout ce dont les souris avaient besoin ou pouvaient désirer. Et regardez en quoi ce don divin a abouti. Regardez la destruction totale que cette générosité illimitée a causée. En gros, ce que Kaloun a découvert à sa grande horreur, c'est qu'en éliminant complètement le besoin des souris de se battre pour survivre, il a également éliminé par inadvertance la raison fondamentale de leur existence. Le fait qu'ils aient absolument tout fait sans effort a rendu l'énorme énergie vitale qui était auparavant canalisée de manière productive dans la survie, la reproduction stratégique et la construction sociale complètement sans direction, sans but, sans sens. Et au fil des générations, nous avons vu cette énergie sans but se manifester de manière destructrice. Tout d'abord, dans une augmentation spectaculaire de l'agressivité irrationnelle et du stress chronique, puis dans des explosions de violence gratuites, de graves troubles du comportement, des comportements addictifs compulsifs, un isolement social pathologique, un ennui existentiel profond, et enfin une apathie terminale, une descente progressive vers la désintégration totale du tissu social, jusqu'à atteindre un point critique où leur comportement a changé si radicalement qu'elles ont cessé de ressembler à des souris normales. Ils ne voulaient plus s'associer avec les autres de quelque manière que ce soit. Ils ont complètement cessé de se reproduire. Leur façon de faire face à la vie est devenue si profondément artificielle, si éloignée de millions d'années de programmation évolutive, que les souris elles-mêmes sont devenues la maladie qui a détruit la colonie. Aucun facteur destructeur externe n'était nécessaire. Pas de peste, pas de prédateurs, pas de catastrophe naturelle. Ils ont eux-mêmes méthodiquement détruit leur propre espèce de l'intérieur. Et ici, nous avons immédiatement une démangeaison intellectuelle presque irrésistible de faire un parallèle direct avec les êtres humains contemporains.
En fin de compte, il est pratiquement impossible d'observer cette expérience et de ne pas se dire inévitablement « Ne suivons-nous pas exactement le même chemin autodestructeur ?» Si nous le voulons, nous pouvons trouver des similitudes troublantes avec presque toutes les phases de cette expérience dans notre société d'aujourd'hui. Nous n'avons qu'à regarder honnêtement notre monde moderne et à noter la montée dramatique de la haine tribale, l'agressivité politique disproportionnée et les guerres idéologiques de plus en plus virulentes. Nous observons des niveaux sans précédent d'autodestruction par le biais d'addictions de toutes sortes, d'épidémies d'anxiété généralisée, de dépression clinique massive, en particulier chez les jeunes, et d'un isolement social croissant malgré l'hyperconnexion numérique, en plus des taux de natalité en chute libre dans pratiquement toutes les sociétés développées. Les jeunes générations sont de moins en moins liées émotionnellement à d'autres êtres humains réels, préférant les interactions virtuelles superficielles. Des guerres idéologiques absurdes qui séparent violemment les gens en tribus hostiles. Nous pouvons même identifier clairement notre propre génération contemporaine du beau, que Kaloun a décrite, ces individus obsédés par leur apparence extérieure sur les réseaux sociaux, investissant des fortunes dans des procédures esthétiques, accros aux filtres Instagram qui créent des versions irréelles d'eux-mêmes, mais qui sont complètement vides à l'intérieur en termes de but, de sens ou de connexion authentique. Bien que cela puisse sembler être un problème d'actualité unique, un phénomène unique à notre ère technologique, la réalité est que plusieurs générations et civilisations à travers l'histoire ont également connu des dynamiques similaires. De grands empires puissants et des civilisations avancées qui ont prospéré magnifiquement pendant des siècles, puis se sont effondrés de manière spectaculaire dans le déclin. Qu'il s'agisse de l'Empire romain qui a dominé le monde connu pendant 1000 ans, de Babylone avec ses jardins suspendus et sa splendeur, de l'Égypte ancienne des pharaons qui semblait éternelle, de l'Empire aztèque à son apogée méso-américaine, des Ottomans qui contrôlaient 3 continents. Tous sans exception ont construit leur propre version du paradis terrestre à son apogée, et tous sont finalement devenus des ruines oubliées, couvertes de poussière et de silence. L'humanité semble tragiquement condamnée à répéter le même cycle destructeur encore et encore à travers des millénaires. D'abord vient la lutte désespérée pour la survie, puis l'ascension progressive par l'effort et le sacrifice, puis la conquête glorieuse et l'établissement de la domination, puis inévitablement l'excès indulgent quand il n'y a plus de menaces, le vice généralisé quand la vertu n'est plus nécessaire pour survivre, l'ennui existentiel quand il n'y a plus de véritables défis, et enfin l'effondrement total de l'ordre social. La gloire conduit inexorablement à l'apathie, l'abondance matérielle au désordre moral et social. La civilisation creuse méticuleusement sa propre tombe avec les mêmes outils qu'elle a utilisés pour construire sa grandeur. Et une autre nouvelle civilisation renaît inévitablement de ses cendres pour répéter exactement le même modèle. Cela s'est produit maintes et maintes fois tout au long de l'histoire humaine documentée. La question qui nous hante est troublante. Combien de temps ce cycle apparemment inévitable va-t-il se poursuivre ? Les conséquences de notre effondrement actuel pourraient-elles finalement conduire à l'extinction complète de l'espèce ou à la fin ultime de la civilisation humaine telle que nous la connaissons ? Comme l'a dit Carl Jung avec une clairvoyance prophétique, le seul danger réel qui existe, c'est l'homme lui-même. Il est le grand danger et nous en sommes malheureusement innocents. Nous sommes la source de tout le mal qui vient. L'intelligence humaine est à la fois un don extraordinaire et une malédiction potentiellement fatale, car elle nous a permis de surmonter évolutivement la lutte constante pour survivre au jour le jour et de créer progressivement nos propres versions du paradis terrestre. Mais cela nous a aussi rendus dangereusement arrogants en croyant naïvement que nous pouvons jouer à Dieu, que nous pouvons concevoir des systèmes parfaits sans conséquences imprévues. Et c'est précisément cette arrogance excessive, cet orgueil comme l'appelaient les Grecs de l'Antiquité, qui menace aujourd'hui sérieusement de mettre en péril notre propre existence en tant qu'espèce. Les souris de Kaloun ne sont pas aussi intelligentes que nous et ne pourraient évidemment pas créer une utopie artificielle par elles-mêmes en planifiant consciemment. Dans l'univers 25, ils ont reçu ce monde parfait comme un cadeau du ciel, où la survie était déjà complètement assurée sans aucun effort de leur part. Et en fin de compte, c'était paradoxalement la plus grande punition qu'ils auraient pu recevoir.
la malédiction déguisée en bénédiction, l'enfer construit avec les meilleures intentions du paradis. Et bien sûr, nous ne pouvons pas mécaniquement comparer les humains à des souris de laboratoire à tous égards. Ce serait simpliste et réducteur. Nous ne pouvons pas oublier que, malgré nos différences cognitives et culturelles, nous sommes toujours des êtres vivants, fondamentalement biologiques, et en tant que tels, nous partageons des besoins fondamentaux similaires. Nous devons nous battre pour quelque chose de significatif. Nous avons besoin d'un but clair, d'un pourquoi qui justifie notre existence. Les souris, comme les autres animaux non humains, ne cherchent qu'instinctivement à survivre et à se reproduire. Ils ne trouvent ni ne cherchent d'autres motifs transcendants au-delà de ces impératifs biologiques. Ils n'ont pas la structure mentale, la capacité cognitive ou la conscience réflexive nécessaires pour cela. Nous, les êtres humains, avons clairement cette capacité unique. Nous sommes infiniment plus complexes psychologiquement, plus conscients de nous-mêmes et de notre mortalité, plus créatifs et imaginatifs. Nous pouvons créer du sens là où il n'existe pas, construire des objectifs qui transcendent la simple survie biologique. Et pourtant, incroyablement, malgré toutes ces capacités supérieures, nous continuons à tomber dans le même piège fondamental qui a détruit les souris de l'univers 25. Il y a même des témoignages humains directs qui ont choqué le monde lorsque l'ancien boxeur légendaire Mike Tyson a révélé dans une interview profondément honnête qu'il avait vécu les meilleures années de toute sa vie, précisément lorsqu'il était incarcéré en prison. Un homme qui a littéralement créé sa propre version personnelle du paradis sur Terre. De l'argent illimité, une renommée mondiale, l'accès à toutes les femmes qu'il désirait et un pouvoir absolu sur son environnement. Et peut-être que Mike Tyson a vécu exactement la même dynamique destructrice que les rats ont vécu dans l'expérience de Kaloun. Après avoir conquis absolument tout ce qu'il pensait vouloir, après avoir atteint le sommet du succès mondain, sa façon de traiter la vie est devenue si artificielle, si éloignée de tout but réel, si dépourvue de sens authentique, qu'il avait besoin de tout perdre absolument pour finalement trouver la paix intérieure, pour pouvoir retrouver un sens authentique à son existence, au-delà du succès superficiel. Comme il l'a dit avec sagesse, Dieu te punira en t'accordant exactement tout ce que tu veux. Voyez si vous pouvez le gérer sans vous détruire. L'excès est aussi parfaitement capable de détruire l'esprit humain aussi efficacement qu'il détruit les sociétés de souris. Nous recherchons compulsivement le plaisir immédiat, nourrissons de manière obsessionnelle la vanité personnelle et nourrissons insatiablement l'ego si facilement et automatiquement que nous finissons par nous abaisser fonctionnellement à l'intelligence de simples rats de laboratoire piégés dans une cage dorée. Et peut-être, en dernière analyse, sommes nous-mêmes moralement pires que ces souris, parce qu'au moins, elles ne savaient pas consciemment ce qu'elles faisaient de mal. Ils ont agi par instinct aveugle, répondant mécaniquement à un environnement auquel ils n'étaient pas préparés par l'évolution. Nous sommes pleinement conscients de notre situation, nous pouvons analyser les modèles historiques, nous pouvons clairement voir où nous nous dirigeons en tant que civilisation. Et pourtant, en toute connaissance de cause, nous choisissons exactement le même chemin autodestructeur encore et encore. La dernière question que nous pose l'univers 25 est donc la suivante. Allons-nous enfin apprendre la leçon avant qu'il ne soit trop tard, avant d'atteindre le 9/20e jour de notre propre civilisation? Ou sommes-nous destinés à répéter l'expérience jusqu'à ses conséquences fatales? La réponse est entre nos mains, mais le temps presse. Si cette expérience vous a fait réfléchir sur la direction de notre civilisation, sur le piège de l'excès et la nécessité de maintenir notre but en vie, faites-le moi savoir dans les commentaires. Identifiez-vous des signes de l'univers 25 dans votre propre vie ou dans la société qui vous entoure? Comment gardez-vous votre objectif en vie lorsque tout semble résolu? Il s'agit d'une communauté de personnes qui n'ont pas peur de se poser les questions difficiles. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces vérités inconfortables mais nécessaires sur la nature humaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit se rappeler qu'un confort extrême peut être tout aussi dangereux que la pénurie. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas été conçus pour le paradis sans effort. Nous étions faits pour une lutte déterminée.